Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Justice Pratique. Nous allons parler aujourd'hui d'action collective, de publicité intempestive et aussi de propriété intellectuelle. Comme chaque semaine, nos spécialistes répondront très concrètement à toutes les questions que vous vous posez sur vos droits et sur vos recours. Au programme cette semaine, Mona et Maïté, deux sœurs qui se plaignent de la surfacturation de leurs fournisseurs d'accès Internet. Pour être entendues, elles pensent qu'une action collective serait plus efficace. C'est beaucoup plus facile de rassembler des gens pour un problème si on a la possibilité de porter plainte collectivement. Charlotte milite contre de nouveaux panneaux publicitaires. Dotés de caméras, ils sont capables d'analyser nos comportements. On n'est pas du tout prévenu que nous sommes analysés et surveillés. C'est de la vidéosurveillance à des fins commerciales, ce qui est parfaitement interdit en France. Enfin, Abdelhadi, il est inventeur. Il a créé le thé de Bordeaux, mais il n'a pas fait les bonnes démarches pour protéger le nom de son breuvage. J'ai une personne qui m'a spolié le nom du thé de Bordeaux et qui a constitué un autre thé qui n'a rien à voir avec le mien. Et ça me porte préjudice aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair et nous prodiguer leurs précieux conseils, deux avocats sont avec nous aujourd'hui. Mathieu Cordelier, bonjour, merci d'être là. Et Joachim Scavello. Bonjour. Je vous propose tout de suite que l'on parle d'action collective à travers ce premier reportage. Nos spécialistes nous le disent régulièrement dans cette émission, se regrouper est un véritable atout lorsqu'on est confronté à un problème ou que l'on veut faire valoir ses droits devant la justice. Mais aujourd'hui, en France, et contrairement aux États-Unis, ce que l'on appelle la class action, l'action collective, n'est pas autorisée par la loi. Pourtant, les gouvernements successifs l'ont promis et de nombreux usagers réclament cette procédure, comme Mona, Maïté et quelques centaines d'autres personnes qui bataillent, vous allez le voir, contre un fournisseur d'accès à Internet. Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Au troisième étage de cet immeuble, Mona et Maïté, deux sœurs fans de séries télévisées. Un soir d'octobre, leur boîtier internet tombe en panne. Du coup, impossible pour elles de regarder la télévision. Mona et Maïté contactent immédiatement leur fournisseur d'accès pour rétablir la connexion. Tout s'arrange en quelques minutes, mais un mois plus tard, une petite surprise les attend sur leur facture. On a découvert qu'on avait une majoration sur notre facture qui était due à une prestation d'assistance. C'est quoi exactement cette prestation d'assistance ? C'est dû à la communication que nous avons eue avec notre fournisseur d'accès vers sa hotline. Elle nous a été facturée 11 centimes. Donc c'est pas beaucoup, mais on s'attendait à rien avoir du tout sur notre facture. Je trouve que c'est une prestation qui doit être normalement gratuite pour les utilisateurs et je trouve pas ça vraiment très normal que ce soit facturé. Depuis la loi Châtel du 1er juin 2008, les fournisseurs d'accès à Internet n'ont plus le droit d'utiliser des numéros surtaxés pour leur assistance technique. En revanche, rien ne les empêche ensuite de facturer cette prestation. Pour 11 centimes d'euros, Mona et Maïté ont décidé de partir en guerre contre le principe, et elles ne sont pas les seules. Marcus recense plusieurs centaines de témoignages comme celui-là sur le site internet de son association, chargée de défendre les abonnés de ce fournisseur d'accès. Nous, en tant qu'association, nous contestons le fait que quelqu'un qui appelle la hotline pour un dysfonctionnement qui ne vient pas de lui, qui vient du fournisseur d'accès, il ne devrait pas payer une surtaxation concernant ce souci-là. Le temps d'attente continue à être facturé sous forme de prestation d'assistance également. Peu importe si vous avez eu quelqu'un au bout ou non, si vous avez un quart d'heure de disque d'attente, ce quart d'heure vous sera actuellement facturé. En tout, près de 900 personnes se sont plaintes de ces facturations. Les sommes vont de quelques centimes à plus de 100 euros. Marcus aurait bien aimé, comme aux États-Unis, déposer une plainte collective. Une action qui aurait été à ses yeux plus efficace, mais c'est interdit en France. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Lorsqu'une société est mise à l'index par un certain nombre de personnes pour des abus répétés, elle est généralement assez lourdement condamnée, alors que dans un petit dossier individuel, ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, nous souhaitons vivement que la loi change en France concernant la class action. Mona et Maïté, vous savez ce que c'est l'action collective ou pas ? C'est des utilisateurs ou des particuliers qui se regroupent pour mener une action en justice contre une même société ou personne.
C'est beaucoup plus facile de rassembler des gens pour un problème si on a la possibilité de porter plainte collectivement. D'ici un mois, Marcus va déposer une vingtaine de plaintes individuelles devant le tribunal d'instance. C'est autant de dossiers à traiter pour les juges qui devront instruire chaque plainte, de quoi engorger encore un peu plus les tribunaux français. Joachim Scavello, on vient de le voir, la procédure va être longue. Ça vaut le coup pour 11 centimes d'euros? Écoutez, ces personnes qui sont lancées dans cette procédure, et je les félicite, s'engagent dans une procédure, je pense, de principe. C'est-à-dire qu'ils ont la conviction d'avoir été lésés d'une manière certaine et caractérisée dans leurs droits. Et consécutivement à cet ensemble de faits, ils vont saisir la justice pour au moins obtenir une décision de principe qui sanctionne le fournisseur d'accès à Internet. Pourquoi pas la réparation aussi du préjudice qui, bon, dans certains cas, est minime. Mais disons que de telles initiatives, selon moi, sont à souligner et à féliciter aussi. Ils font avancer les choses, même si ça n'est que pour du principe au départ. Mais quelles chances ont-ils de voir leur plainte aboutir, d'après vous? Alors là, on touche finalement au fond de votre Parce que ce n'est pas de sujet. l'argent qu'ils cherchent, bien entendu. C'est une le condamnation respect, et le respect de la loi Chatel, des engagements pris. On a cette loi Chatel qui est parue le 1er juin 2008 et donc qui va s'appliquer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Concrètement, pour s'en rapporter, elle dit beaucoup de choses, mais pour s'en rapporter au sujet, elle interdit les fournisseurs d'accès, si vous voulez, de surfacturer la hotline. C'est-à-dire quand on a un problème qu'on appelle, vous devez être facturé au taux local ou national. Que ce soit d'une ligne fixe ou d'une ligne de téléphone mobile. Par principe. Maintenant, ce qu'on voit malheureusement, et ce qui a fait l'objet de votre reportage, c'est que certains fournisseurs d'accès Internet ne respectent pas la loi Chatel. C'est la majorité des fournisseurs ou globalement est-ce qu'ils sont tous à plutôt appliquer la loi? Non, alors on a des études qui ont été menées. On ne va pas les citer pour des raisons évidentes, mais sont-ils globalement bons élèves? Globalement, oui. Mis à part celui-là. Globalement, je pourrais vous citer aussi un chiffre qui peut être intéressant. On a une étude qui a été menée et pour l'année 2008, on a une baisse concernant les réclamations par rapport à Internet de 23% par rapport à 2007. Ça veut dire quand même que... Oui. Ça a eu un impact. Mathieu Cordelier, en quoi consiste exactement l'action collective? Puisque je disais tout à l'heure, la class action, ce qui existe aux États-Unis, ça n'existe pas en théorie, en principe même, et dans les textes en France. C'est exact. Alors la différence entre l'action collective et l'action individuelle, c'est que dans le cadre de l'action collective, il y a une entité, en principe, c'est une entité qui pourrait être donc sous la forme d'une association de consommateurs, qui agit dans un intérêt commun de plusieurs personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément identifiées, et qui va porter une affaire en justice pour un intérêt commun. Ensuite, une décision de justice est rendue sur cette action intentée par l'association de consommateurs. Une fois que cette décision est définitive, les consommateurs peuvent un à un, sur appel de l'association qui aura introduit cette action, peuvent un à un faire exécuter la décision directement devant le juge. Pourquoi c'est impossible encore en France? Pourquoi ça n'est pas accepté? Alors aujourd'hui, c'est pas encore accepté parce que le principe en France, c'est d'agir pour soi-même. L'intérêt à agir en France, et ce qu'on appelle nous juristes, l'intérêt à agir, ne peut être que personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir en justice par procureur, pas au sens procureur de la République, mais au sens par procuration. De ce fait, pour pouvoir introduire ce type d'action, il faudrait réformer le code de procédure et permettre à ce type d'entité d'agir pour un intérêt commun. Pour terminer, Joachim Scavello, il y a des astuces quand même, effectivement, non pas pour contourner la loi, mais pour faire en sorte qu'un groupe puisse porter à l'égard d'un même magistrat l'ensemble des dossiers. Bien sûr. Vous l'avez fait dans d'autres affaires. Mon confrère et moi, on en a discuté un peu, et c'est ce qu'on fait globalement. Eh bien, quand on a un groupe de personnes qui subit des problèmes par rapport, par exemple, à un accès Internet ou à un voyage en groupe qui s'est mal déroulé, ce que je conseille, ce qu'on conseille dans la profession, c'est de prendre une date d'audience pour chaque individu du groupe le même jour, devant le même juge, de sorte à ce qu'il y ait un effet de masse et de groupe. Quand on vienne devant le juge, ils disent « Ah, bah là, telle ou telle société, il y a quand même 20 personnes, 30 personnes contre cette société, c'est qu'il y a un problème. » Et globalement, il entre en voie de sanction.